Merci Odeville de nous accueillir. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la programmation fonctionnelle en Java sans grimacer. C'est un sujet qui s'adresse à tous, tant les débutants que les expérimentés. Le titre est un petit peu audacieux, mais à mon sens, il dénonce une certaine carence quant à la maîtrise et ou au moins de la connaissance de cette pratique au sein de l'industrie. C'est en tout cas quelque chose qu'on a constaté et qu'on déplore avec les collègues depuis quelques années. Et en gros, ce qui m'a donné envie de venir vous présenter ce sujet, c'est ce petit bout de code que j'ai surpris en pleine nature il y a quelques mois. Tout petit, très mignon. En soi, il n'y a rien de fondamentalement mauvais là-dedans. Mais les plus initiés d'entre vous ont peut-être déjà d'ailleurs remarqué des choses à revoir. Mais en gros, on a là-dedans un grand potentiel inexploité. Et en gros, quand j'ai été voir la personne qui a fait ce bout de code et que je lui ai expliqué comment est-ce qu'on pouvait peut-être éventuellement faire quelque chose d'un peu plus élégant, j'ai eu certaines réactions que je ne m'attendais pas à avoir. Et du coup, surpris de tout ça, j'étais voir d'autres collègues qui, je sais, sont expérimentés et je leur ai également présenté le code et ma réflexion. Et concrètement, le constat, il a été un peu le même. Ils ne savaient pas qu'on pouvait faire comme ça, ils trouvent ça super intéressant. Depuis quand est-ce qu'on peut faire ça, etc., etc. En gros, beaucoup de méconnaissances, mais beaucoup d'intérêt quand même de susciter au sein de mes pairs. Et du coup, je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Donc c'est pour ça que je me présente à vous aujourd'hui. À ce propos, je suis Clément Raymond. Je travaille chez Sopra Steria en tant que tech lead depuis plusieurs années maintenant. Je suis formateur technique aussi, un gros défenseur du software craftsmanship. Et de fait, je suis en perpétuelle quête de solutions élégantes. Et à mes heures perdues, je suis un fin gourmet. Pour en revenir sur les solutions élégantes, vous allez voir que, quelque part, la programmation fonctionnelle est une source de solutions élégantes, en tout cas c'est ce que je pense, mais on va avoir l'occasion de revoir tout ça ensemble. Donc concrètement, la programmation fonctionnelle, qu'est-ce que c'est? Je vous ai mis un petit peu de littérature en début de chapitre, il y a des bonnes lectures du soir là-dedans. Mais concrètement, c'est avant tout un paradigme de programmation qui se base sur une syntaxe déclarative, et non pas impérative qu'on a l'habitude de rencontrer habituellement. Et l'idée sous-jacente de ça, c'est d'avoir principalement des fonctions pures, au sens mathématique du terme, qui vont reposer sur ce qu'on appelle le calcul lambda. Donc le petit symbole un petit peu chelou, c'est le lambda. Et en gros, l'idée de ça, ça va être avant tout de se concentrer sur quoi résoudre plutôt que sur comment résoudre ça. Et en gros, c'est un cadre théorique qui a été, entre guillemets, fourni pour décrire des fonctions et leurs évaluations. Donc ça a été développé par le mathématicien Alonzo Church. Et en gros, cette programmation fonctionnelle est censée nous fournir des capacités de calcul comparables à la machine de Turing. 1930, ce n'est pas l'année de naissance du type, c'est quand il a pondu ça. C'est vous dire que ça ne date pas d'hier du tout. D'ailleurs, en faisant mes recherches, fun fact, Alan Turing, donc qui a créé la machine de Turing, laquelle a mené entre guillemets à la programmation impérative qu'on connaît, c'était un étudiant d'Alonzo Church. Quelle délicieuse ironie. Et donc concrètement, ce fameux calcul lambda qui a également été développé par Alonzo Church, en fait là-dedans tout n'est que fonction. Et en gros, ça va nous permettre d'avoir une fondation qui va permettre de manipuler des expressions lambda. Et donc on la voit par exemple, on a lambda de x tel que x plus 2. En fait, c'est un équivalent en fonctionnel d'une fonction mathématique qu'on voit en dessous, fonction de x tel que x plus 2. À noter que cette petite flèche que je prononçais tel que, en anglais, ça va se dire maps to. Et on va voir que ça a du sens parce que ce petit mot map, on va le revoir un petit peu partout. Et du coup, c'est marrant comment on voit entre guillemets cette synergie entre la programmation moderne et quelque chose de mathématique assez ancien. Petite chose intéressante à noter, une lambda ne peut avoir qu'un seul argument. Une fonction lambda, c'est un seul argument, tout seul. Mais on a des solutions pour contrecarrer ça, notamment le currying, qui a été introduit par un autre mathématicien, ce coup-ci, Haskell Curry. Et en gros, le but, c'est d'avoir une logique combinatoire, parce qu'on va avoir une fonction qui prend un argument et qui va retourner une nouvelle fonction qui connaît déjà cet argument. Donc là, par exemple, lambda de x tel que lambda de y, tel que x plus y. En gros, j'ai une première fonction qui prend x, qui va me retourner une nouvelle fonction qui prend y, mais qui connaît déjà le x. Et en gros, ça va nous permettre d'avoir des calculs. Si, comme moi, vous pensez qu'on appelait ça autrefois le currying, parce qu'en gros, on avait une méthode qui retournait une nouvelle méthode assaisonnée de l'argument de la première, rien à voir, en fait, c'est juste parce que le mec, il s'appelle Curry. Beaucoup de déceptions, pour ma part, mais au moins, c'est pragmatique. Et en gros, tout ça, c'est vachement intéressant, mais ça va nous apporter des concepts clés. On en a 5. Le premier, c'est les fonctions pures. On est de manière mathématique. L'idée d'une fonction pure, c'est une fonction dont le comportement va uniquement dépendre des arguments qu'elle a. On va dépendre de rien d'externe. En gros, ça c'est super chouette parce que ça nous apporte une grande prédictibilité. Normalement, vous savez que plus c'est prédictible, plus on aime et mieux c'est. Par contre, autre chose qui est vachement intéressante, c'est que grâce à la programmation fonctionnelle, nos fonctions sont aussi potentiellement des variables de classe. Et de fait, une fonction peut consommer une autre fonction, mais également nous retourner une autre fonction. Ça peut paraître un petit peu alambiqué, mais vous allez voir, il y a des applications super intéressantes. On veut des variables qui soient immuables. En gros, on veut un état qui soit constant. Ça, c'est bien.
ça limite les potentiels effets de bord, et ça va de pair avec le quatrième concept, qui est ce qu'on appelle la transparence référentielle. Concrètement, dans un langage de programmation fonctionnelle, on n'a pas d'instruction pour affecter une valeur. Donc concrètement, si on veut travailler avec une nouvelle valeur, il faut qu'on crée une nouvelle variable pour la contenir. Pareil, ça peut paraître un peu déroutant, mais ça se fait très très bien. Par contre, le cinquième, la récursion. Dans le monde mathématique, on n'a pas des boucles modernes comme for ou while. Donc en fait, quand on va vouloir itérer sur un ensemble de données, on n'a pas d'autre choix que d'avoir recours à la récursion. Ça peut être très intimidant, mais vous allez voir qu'en vérité, ça se fait super bien. Et en gros, cette programmation fonctionnelle, elle va nous apporter quand même pas mal d'avantages. Vu qu'on a des fonctions pures, on va avoir une compréhension des méthodes qui est facile, mais du coup, ça va faciliter aussi le testing. Vu qu'on a une transparence référentielle, on va avoir très très peu d'effets de bord, et ça, c'est hyper intéressant quand on veut faire des traitements concurrents ou parallèles. Je l'ai dit tout à l'heure, mais ça nous permet d'avoir des fonctions qui sont traitées comme des valeurs. Ça peut être très pratique aussi. Par contre, vu qu'on est sur une syntaxe qui est déclarative et non pas impérative, en fait, on déclare un comportement sans l'exécuter. De fait, les évaluations sont dites paresseuses, lazy. Il faut comprendre par là qu'elles sont évaluées uniquement que quand on les invoque, quand nécessaire donc. Ça peut, dans certains cas, limiter des appels qui n'ont pas lieu d'être, inutiles ou répétés. Mais ça ne vient pas sans inconvénients. Parmi lesquels la lisibilité du code. Quand on a une fonction qui est un petit peu trop complexe, ça peut être assez délicat à lire. Bon, dans l'ensemble, si on découpe assez bien son code, on n'est pas trop sujet à ce genre de problème. Le recours à la récursivité peut être assez intimidant, surtout pour des néophytes, même pour certains expérimentés qui n'ont pas l'habitude, mais en vérité, ça se fait très 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 bien. On a une composition des fonctions qui peut être parfois délicate, parce qu'en gros, ces fonctions fonctionnelles, on peut les composer ensemble pour créer une super fonction et donc une suite d'instructions, presque comme un pipeline, sauf qu'il faut s'assurer que le retour de la première fonction matche bien l'argument de la suivante. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et en gros, ce concept de récursion et de valeur immuable, ça peut éventuellement dégrader les performances. Alors, je m'entre parenthèses dans certains cas. Concrètement, quand on a recours à ça, c'est principalement quand on va faire de la programmation concurrente ou parallèle. Sauf que dans ces cas-là, je peux vous garantir que de devoir créer des nouvelles variables quand on va avoir des nouvelles valeurs, même si c'est un léger surcoût, c'est bien moins coûteux que d'utiliser des variables volatiles, des méthodes synchronisées ou quoi que ce soit. Donc, in fine, c'est quand même un bon avantage. Et bien concrètement, en fait, une fois qu'on a vu ça, on voit déjà un petit peu des domaines d'application parce que c'est très pertinent, notamment pas forcément les calculs mathématiques, les traitements concurrents et parallèles, vous m'avez vu venir avec celle-là. Mais vu qu'entre guillemets, on est sur quelque chose de déclaratif, qui ne s'invoque pas et qu'on peut passer quelque part, ça nous permet un nouveau type de programmation, qui est la programmation réactive, notamment pour ceux qui font du Spring Web Flux, du RxJS, des choses comme ça doit vous parler. Et ça a aussi, entre guillemets, beaucoup d'intérêt dans ce qui est de la data, pour ceux qui ont déjà fait du R, du Spark, des choses comme ça. On est beaucoup sur des syntaxes, entre guillemets, mathématiques comme ça, et donc fonctionnelles. On a quelques langages qui sont particulièrement adaptés, notamment le Haskell, comme notre cher Monsieur Curie, le Erlang au Camel, le Python et le JavaScript qui sont très réputés pour ça, et depuis un bon moment déjà, le Java. D'ailleurs, pour la petite information, au niveau de tout ça, chez WhatsApp, ils utilisent notamment du Erlang pour leurs besoins de traitement concurrent. Chez Facebook, ils ont un système anti-spam qui a été fait en Haskell. Donc c'est quand même des choses qu'on voit quand même chez les gros de l'industrie. Mais maintenant, on va s'inquiéter un petit peu de comment on met ça en place en Java. Du coup, la programmation fonctionnelle en Java, ça existe depuis Java 8, donc depuis 2014. Pareil, ça fait 11 ans aujourd'hui, ça date pas d'hier. Et en gros, depuis cette version 8 de Java, il y a eu l'introduction d'un concept qui est quand même hyper intéressant, c'est le concept de l'interface fonctionnelle. En gros, qu'est-ce que c'est ? Une interface fonctionnelle, c'est une interface qui va avoir qu'une seule et unique méthode à implémenter, et souvent, ça va être accompagné d'un petit décorateur Functional Interface. Donc ça, typiquement, c'est une interface fonctionnelle. Mais par exemple, ici, j'ai ma même interface avec d'autres méthodes, et celles-ci sont déjà implémentées, soit par défaut, soit statiquement. De fait, j'ai toujours qu'une seule et unique méthode à implémenter, ma méthode apply, asByte. Donc, cette interface est une interface fonctionnelle. À noter qu'à la ligne 1, j'ai toujours mon décorateur. Si je ne mets pas mon décorateur, ça reste quand même une interface fonctionnelle parce que je n'ai qu'une méthode à implémenter. Mais par confort et pour les copains, on laissera quand même le décorateur, ne serait-ce que pour la revue de code, c'est plus confortable. Et en gros, maintenant qu'on a vu cette idée d'interface fonctionnelle, on va pouvoir s'inquiéter d'une interface fonctionnelle réelle qui a été fournie avec Java 8, l'interface function. Donc elle a quelques méthodes pour nous, mais on va s'inquiéter de savoir justement, de voir qu'il n'y a qu'une seule méthode à implémenter, la méthode apply.
Et on voit aussi notre petit décorateur. Et en gros, une fois qu'on a compris cette idée d'interface fonctionnelle, qu'est-ce qu'on va en faire? En gros, l'interface fonctionnelle, c'est ce qui va nous permettre en Java de mettre en place des expressions lambda. On l'a vu juste avant. Et donc, on va prendre un petit exemple. Voici un code à l'ancienne, où est-ce que je fournis une implémentation anonyme de mon interface function. Et en gros, c'est un petit peu verbeux, quoi. Ça prend 5 à 6 lignes juste pour dire hello à quelqu'un. Et où c'est intéressant, c'est qu'avec des expressions lambda, on va vraiment pouvoir avoir une expression lambda comme en mathématiques, où est-ce que notre fonction prend juste l'argument, et après la flèche, on va avoir concrètement l'exécution de notre code. Dans cet exemple, en plus, finalement, je ne fais rien de particulier à part aussitôt retourner quelque chose. On a même une autre syntaxe qu'on appelle la lambda auto-return, parce que je n'ai même pas besoin de spécifier le return, et concrètement, mon comportement maintenant tient sur une seule ligne. C'est quand même chouette, non? C'est plus court, plus clair, plus concis. J'irais presque à dire que c'est une réduction de bruit. On se contente de l'essentiel. Encore mieux. Concrètement, ici, ma méthode, elle prend l'argument who, et elle va concaténer who à la chaîne de caractères hello. Concrètement, ma méthode concat, elle va être appelée avec l'argument de la lambda. On peut faire encore plus concis avec la référence de méthode, comme ça. Sémantiquement parlant, c'est rigoureusement le même comportement, sauf qu'on a encore gagné de l'espace. C'est encore plus clair, plus court, plus concis. On s'est même épargné un nommage de variables inutiles, parce qu'on sait que c'est la plus grosse problématique dans l'industrie. On est encore une fois sur de la réduction de bruit. Donc ça, c'est quand même vachement chouette. Tout à l'heure, je vous parlais de composition de fonctions. On va regarder ça un tout petit peu. Et si on revient sur notre interface function, on voit qu'elle a deux méthodes, compose et and then. Concrètement, c'est deux méthodes qui vont nous permettre de composer des fonctions en lui en passant un argument. C'est juste que compose va nous permettre d'exécuter la méthode qu'on passe avant celle-ci, et que and then va exécuter la méthode qu'on passe en argument après celle-ci. Démonstration. On se retrouve ici avec deux fonctions, log et racine carrée. Et je vais voir ici que, par exemple, je vais vouloir composer ma racine carrée avec la méthode log. Donc concrètement, quand je vais vouloir appeler ce comportement en appelant la méthode apply qu'on avait vu ici, ça va d'abord appliquer la méthode log, et ensuite sur le résultat de la méthode log, ça va le passer dans la fonction racine carrée. Donc on a un résultat comme ça. A l'inverse, si jamais je fais un racine carrée and then log, je commence par faire le calcul de ma racine carrée, et ce résultat, je le passe ensuite à la méthode log qui va du coup appliquer le calcul de log. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors c'est quelque chose que je vois assez peu, voire même très rarement, mais ça a le mérite d'exister et c'est possible. Et parfois ça peut être très pratique. Tant que j'y suis et qu'on est en train de parler de réduction de bruit, on se rend compte qu'ici, là, mes fonctions, elles prennent un double et elles retournent un double. Bon, ok, mais quelque part, c'est le même type en entrée et en sortie. Pour ça, on a un alias de l'interface function, qui est elle-même une interface qui implémente function, qui s'appelle le unary operator. Et en gros, un unary operator d'un type, ça va littéralement vouloir dire que c'est une fonction qui prend un argument de ce type et qui va retourner une réponse de ce même type. Encore une fois, de la réduction de bruit. Je pense que vous commencez à me voir venir un peu avec la notion d'élégance. Quand on réduit le bruit à quelque chose de très essentiel, c'est pas mal. Alors depuis Java 8, on a eu pléthore d'interfaces préfaites pour nous qui étaient fournies avec Java. Il n'y en a réellement que 3 qui sont essentielles à retenir. C'est pour ça que j'ai mis un petit cerveau. On a le consumer, le provider et le predicate. Concrètement, le consumer, ça va prendre quelque chose, mais ça ne va rien retourner. Le provider, ça ne va rien prendre en argument, mais ça va retourner quelque chose. Le predicate, ça va prendre quelque chose et ça va nous retourner un booléen. C'est très très important de garder ça en tête parce qu'on va avoir besoin dès maintenant. Et on va commencer avec l'optionnel. Alors l'optionnel, qu'est-ce que c'est? Nul ne devrait pas être une valeur. D'ailleurs, j'ai un petit article que je vous conseille très très fortement de lire sur l'erreur à 1 milliard, parce que concrètement, l'erreur, ça a été de considérer nul comme une valeur. Et beaucoup de langages ont trouvé des solutions différentes à cette problématique. En l'occurrence, côté Java, ça a été l'optionnel. L'optionnel, c'est une classe, concrètement un wrapper générique qui va représenter la présence ou l'absence d'une valeur. Mais en ce qui nous concerne, ça va représenter une fondation essentielle pour faire du pipeline, du piping fonctionnel. Alors pour ça, on a quelques méthodes pour créer un optionnel qui nous permettent éventuellement de créer un optionnel à partir d'une valeur potentiellement nulle, etc., etc. Mais ce qui nous intéresse, ça va être les deux méthodes qu'on a ici, filter et map, qui vont nous permettre de filtrer conditionnellement notre valeur en lui fournissant un prédicat, et map qui va pouvoir transformer notre valeur selon une méthode qu'on lui fournit. Rappelez-vous tout à l'heure quand je parlais des lambda de tel que maps to, ici on voit bien justement qu'on a une transformation de la donnée et qui nous est proposée par la méthode map, donc ça fait sens. Jusque-là on est un peu comme à la maison, on n'est pas trop perdu. Petit exemple ici avec un snippet, donc en haut on a la version impérative à l'ancienne, en dessous on a la version fonctionnelle, donc plutôt déclarative.
Et on voit qu'ici, l'idée, c'est juste d'aller récupérer un utilisateur en base de données. Et on aimerait juste que si jamais cet utilisateur a un nom qui commence par M, stocker son nom en majuscule, du coup, dans une variable qui s'appellerait uppercase name. Et concrètement, on fait rigoureusement la même chose, en haut et en bas. C'est juste qu'en bas, c'est un peu plus concis, c'est un peu plus élégant, et en plus, on a littéralement une ligne égale une instruction. Donc, quand il est question de relire ça en revue de code un vendredi soir, qu'on a les yeux éclatés, c'est excessivement confortable d'avoir quelque chose comme ça. Je trouve ça très élégant. On a vu un exemple là avec la lambda, mais on peut aussi faire ça avec une référence de méthode. Donc là, entre guillemets, mon prédicat et ma fonction ne sont plus, entre guillemets, fournis anonymement au sein des méthodes filter et map, mais en dessous, on voit, elles ont été externalisées comme étant un predicate et une function. À ce moment-là, je peux juste passer, du coup, le nom de ce prédicat ou de cette fonction, puisque rappelez-vous, un prédicat et une fonction, ici, on est en déclaratif. Donc on a déclaré un comportement qui va pouvoir, du coup, être exploité par les arguments de notre optionnel. Concrètement, on est ici sur des syntaxes qui sont identiques aussi. On a une référence de méthode dans les deux cas. C'est juste que dans le cas de la lambda, en fait, la référence, elle est anonyme. Jusque-là, j'imagine que ça va pour vous, ça suit. On enchaîne. On a vu les optionnels et notre filter avec les prédicats. On a quelque chose à voir aussi un petit peu sur les prédicats, il y a des trucs sympathiques. Qu'est-ce que c'est? Vous le voyez venir, une interface fonctionnelle. Ça représente ce coup-ci une question, un test, et ça va permettre d'appliquer conditionnellement un traitement, notamment via un optionnel et un stream. On va avoir quelques petits exemples de code concernant les streams, et après on va creuser un peu le sujet, soyez sans crainte. Ici, par exemple, j'ai une liste de noms. Et en gros, maintenant, je vais pouvoir, grâce à ce prédicat, tester, entre guillemets, tous les noms qui commencent par A, et du coup avoir un résultat comme ça. Ça évite de devoir boucler, ça évite de devoir faire un vrai test avec du if. C'est sympa. Ça marche très très bien aussi. Mais comment est-ce que je fais si je veux, entre guillemets, appliquer plusieurs critères de sélection? À ce moment-là, si je veux avoir des critères de sélection multiples, je peux juste avoir deux filtres coup sur coup. D'abord, je filtre les noms qui commencent par A, puis ensuite, je peux filtrer les noms qui sont moins longs de 5 caractères. Ok, ça fonctionne. Mais concrètement, ça, c'est l'équivalent d'un « et ». En gros, je peux tout simplement retourner une seule lambda, où est-ce que je fais, entre guillemets, mes deux tests, mes deux prédicats au sein d'un même groupe prédicat. Et à ce moment-là, je peux également extraire, entre guillemets, mes prédicats comme étant des variables. Et à ce moment-là, je peux les composer avec la méthode end, qui me permet de faire, encore une fois, la même chose. Et du coup, ce qui est chouette, c'est que si on a de la composition et de la combinaison possible avec end, alors on a forcément aussi la composition avec or, quand on veut tester un cas ou l'autre. Ça, c'est super sympathique. Et ça va même plus loin, parce qu'en fait, quand on a un prédicat qui est existant comme ça, on peut même avoir la négation de ce prédicat, donc tester avec un prédicat existant, qu'on veut tester l'inverse de ce qu'il teste. Donc ça nous permet d'avoir des comportements assez sympathiques sans pour autant avoir à réécrire un prédicat. Et on a même une méthode statique dans la méthode predicate qui est la méthode note, qui fait la même chose, mais du coup, à quoi bon faire la même chose si on a déjà la méthode negate qui le fait? Concrètement, la méthode note va pouvoir prendre n'importe quelle méthode qui retourne un booléen sans que ce soit absolument à proprement parler un predicate. Ici, exemple avec la méthode isBlank de la classe string, je peux tester que je veux quelque chose qui ne soit pas vide. Blank en anglais, c'est vide, donc des espaces blancs par exemple. Et donc ça, c'est quand même super intéressant. Et c'est pareil, je ne le vois pas beaucoup. Pourtant, c'est un bon pote et parfois ça peut nous éviter d'avoir des lambdas un petit peu crades. Maintenant qu'on a vu ça, les optionnels et les prédicats, on va pouvoir s'attaquer au gros bébé, les streams. Alors comme ça vite fait à main levée, qui connaît les streams? Waouh! Bon vous êtes venus pour rien. Allez, le stream, qu'est-ce que c'est? Une API. Ça va être avant tout pour nous un pipeline fonctionnel qui va s'appliquer sur une ou plusieurs valeurs. Attention, ce n'est pas une structure de données. Gardez bien ça en tête. Et on aura l'occasion de le voir, c'est sans impact sur la source. Ça, c'est très très intéressant. Pipeline, ouais. Comme pour l'optionnel, une petite sélection de méthodes pour créer notre stream. Donc on a des choses qui ressemblent pas mal à ce qu'on a vu déjà sur l'optionnel, des off new label, du filter, du map. On notera que ici, il est question de travailler sur n valeurs. On a quelques petites méthodes qui vont nous permettre de sélectionner, de réduire un peu la taille de notre stream. On va avoir l'occasion de voir ça un peu plus sérieusement. Mais concrètement, notre stream, on en veut pour faire des pipelines. Et un bon pipeline, qu'est-ce que c'est? Ça va être avant tout une source, une ou plusieurs opérations intermédiaires,
et enfin une opération terminale. On va revenir un petit peu sur cette notion de source parce qu'il y a plein de façons de voir. Alors les sources, on peut d'abord créer un stream à partir d'un ensemble de valeurs. On peut les créer à partir d'une liste, mais aussi à partir d'un tableau. Ça, c'est assez pratique. Quand on veut créer, entre guillemets, un stream assez dynamiquement, on a la capacité de le faire avec notamment une fabrication, donc avec la méthode builder. D'ailleurs, ce builder va par défaut vous retourner un builder de type objet, tout à fait générique, si jamais vous voulez, entre guillemets, créer un stream de certains types. N'hésitez pas à mettre son typage dans le diamant, ça peut éviter parfois des petits tracas, c'est bon à savoir. Mais au-delà de tout ça, il y a même quelque chose d'encore mieux que je ne vois jamais et qui pourtant est surpuissant, c'est la génération. En gros, l'API Stream nous permet de générer quelque chose grâce à la méthode generate qui prend un supplier, donc rappelez-vous, quelque chose qui ne prend rien mais qui va nous retourner quelque chose pour générer des éléments. Donc en gros, cette méthode generate, elle va nous retourner un stream potentiellement infini, donc il est intéressant de le limiter juste après pour éviter de saturer notre mémoire. Et bien là, du coup, je peux générer 3 éléments en 2 lignes. Quand on fait des gros tests unitaires, qu'on va un petit peu charger la mule et compagnie, c'est quand même super pratique d'avoir ça. C'est trop méconnu à mon goût. On peut même faire encore mieux. On peut faire de la génération itérative grâce à la méthode iterate, qui a concrètement le même comportement, sauf que ce coup-ci, on va d'abord partir d'une valeur initiale, en l'occurrence dans mon exemple 0, et on va fournir un opérateur unitaire, donc le unary opérateur qu'on a déjà évoqué, pour générer les itérations. Donc typiquement ici, on voit que ma valeur par défaut c'est 0, et là je vais avoir entre guillemets mon opérateur unitaire, où je vais prendre d'abord 0, tel que 0 plus 2, ça va me faire 2, et en fait ce résultat-là, ça va redevenir entre guillemets mon argument ici, n, et donc 2 tel que 2 plus 2, 4, 4 tel que 4 plus 2, 6, et ainsi de suite. Là, on commence à voir un petit peu cette valse de récursivité qui se produit sous nos yeux. En vérité, 9 fois sur 10, ce ne sera pas plus compliqué que ça. C'est pour ça, vraiment, le côté récursif, moi j'ai envie de vous dire, vous inquiétez pas dessus. Bien souvent, c'est quand même plus facile que ce qu'on aimerait le croire. À noter que là, ma valeur de départ, c'est un entier, mais ça peut être n'importe quoi. Une liste, une map, un string, peu importe. En gros, une fois qu'on a vu cette notion de source et qu'on a du coup un stream exploitable, on va pouvoir commencer à jouer un petit peu avec. Et pour ça, on va, entre guillemets, lui mettre des opérations intermédiaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'une opération intermédiaire, ça va toujours retourner un stream. Donc, quelque part, on va pouvoir chaîner, entre guillemets, toutes ces opérations les unes après les autres. Par contre, attention, là, on est vraiment dans du vrai fonctionnel pur et dur. La déclaration, elle est paresseuse, sans effet, et les opérations intermédiaires le sont aussi. Ce sera invoqué uniquement à l'exécution d'une opération terminale. Donc typiquement, si on voit le bout de code que j'ai ici, on voit que la méthode sorted à la ligne 5, elle me retourne elle aussi un stream. Par conséquent, au runtime, il ne se passe rien du tout. C'est complètement ignoré. Aucune assignation mémoire, rien du tout. Parce qu'en fait, vu que c'est paresseux et qu'on ne l'invoque pas, ça n'a pas lieu d'avoir le moindre impact. Par contre, ici, si jamais j'ajoute l'opération terminal count, qui va me retourner entre guillemets le compte des éléments que j'ai dans mon stream, alors là, tout mon pipeline fonctionnel est exécuté, tout est évalué, et là, on va vraiment produire un résultat. Tant qu'on en est sur les opérations intermédiaires, alors ça, c'est quelque chose que je vois assez régulièrement, mais pourtant, c'est un peu de bon sens. Admettons que j'ai un stream avec 3 éléments, et que ma première opération intermédiaire, elle veut faire un gros traitement bien coûteux qui prend 30 secondes et qui fait chauffer les processeurs à fond, et pour finalement, après, vouloir ignorer les 2 premiers éléments de mon stream. C'est complètement couillon. Là, concrètement, ici, j'ai quand même invoqué 3 fois ma méthode qui est coûteuse, alors que je veux finalement me contenter que du 3e résultat. A contrario, si je mets mon skip avant, je vais d'abord ignorer les 2 premières valeurs du stream et ensuite appeler ma méthode qui est très coûteuse. Et là, finalement, j'ai fait mon traitement coûteux qu'une fois parce que j'en avais besoin qu'une fois. Ça, c'est un peu de bon sens. Mais en gros, l'idée, c'est d'essayer de placer les opérations qui vont réduire le stream avant les opérations qui vont s'appliquer sur chacun des éléments de celui-ci. Je sais, c'est un peu trivial, mais croyez-moi, j'en vois des belles. Alors, pour le coup, des opérations intermédiaires, on en a pléthore. Je vous ai fait une courte sélection. Mais on a notamment ce qui nous permet dans un premier temps de réduire vraiment le stream, notamment limit, qui va nous permettre de limiter le stream, le skip, qui va nous permettre d'ignorer certains éléments, le distinct, qui va permettre de dédoublonner. Donc ça, c'est super pratique. Attention, là, le dédoublonnage se fait en se basant sur la méthode equals des objets, non sur le hashcode, comme un hash7 par exemple. Donc on peut avoir des comportements assez différents si notre equals et notre hashcode ne fonctionnent pas de la même manière. Et on a les méthodes qui, en dessous ici, nous prennent des prédicats, donc filter, take while, drop while. En gros, filter, vous imaginez bien,
take while et drop while, ça va soit prendre, soit ignorer les premiers éléments de la liste tant que le prédicat est vrai. Et en gros, une fois qu'on a un petit peu réduit notre stream, on en a d'autres, notamment les méthodes map. On connaît, on a vu ça tout à l'heure sur l'optionnel. Et on a aussi flat map. Pourquoi ? Parce que parfois, on pourrait avoir un traitement, une lambda, qui elle-même nous retourne un stream. À ce moment-là, on se retrouverait avec un stream, deux streams, pas super pratique à exploiter. Donc en gros, le flat map va aplatir le stream résultant de la lambda pour qu'en fait, qu'on soit toujours en train de travailler sur le même stream. C'est assez sympathique. On a aussi la méthode peak, qui elle va prendre un consumer. Là, l'idée, ça va plutôt être d'appliquer un traitement, un effet de bord. Alors, assez régulièrement, ça va être juste pour loguer peut-être quelque chose, mais ça pourrait être aussi faire une petite sauvegarde en base, rapido ou autre chose. Soyez créatifs là-dessus. Et bien que Stream ne soit pas une structure de données, elle nous permet quand même de trier ces données, de faire des choses sympathiques. Donc on a la méthode sorted, qu'on peut appeler sans argument et qui va pouvoir s'appliquer facilement sur tous les objets qui implémentent déjà l'interface comparable. Pour les objets qui n'implémentent pas cette interface comparable. On a aussi la méthode sorted qui nous prend un comparateur qu'on peut lui fournir. Il y en a déjà beaucoup qui sont préexistants qu'on peut utiliser, mais rien ne nous empêche de créer son comparateur au besoin. Et en gros, une fois qu'on a vu ça, maintenant on va pouvoir s'inquiéter un petit peu des opérations terminales. Alors là, c'est un petit peu la clé de voûte de tout, c'est ça qui va traverser le stream pour soit produire un résultat, soit produire un effet de bord, peut-être même les deux éventuellement en fonction de comment est-ce qu'on a fait notre pipeline. Par contre, attention, une seule et unique opération terminale par stream. Pourquoi ? Tout d'abord parce que de toute manière, ça va retourner un résultat qui n'est pas un stream. Donc, difficile de chaîner d'autres actions par derrière. Mais aussi parce que sinon, le stream, une fois qu'il a été consommé, il va être considéré comme consommé. Donc là, typiquement, j'ai un petit snippet où est-ce que je vois que j'ai mon stream ici. Je vais vouloir, entre guillemets, faire un premier appel pour trouver n'importe quel élément de mon stream. Ça, ok, ça passe. Et pourtant, mon stream étant variable, je pourrais tenter de me dire, j'ai encore accès à ce stream, je vais pouvoir faire autre chose. Sauf que là, si je fais un find first pour retrouver le premier élément de mon stream, en fait, non. Ça va me lever une exception parce qu'il est consommé. À noter que dès qu'on va, entre guillemets, fournir une opération terminale, elle va être invoquée immédiatement. Donc là, c'est ce qu'on appelle du eager loading. Et ça implique que dès que c'est atteint, ça va parcourir le stream et ça va produire son résultat. Par contre, du coup, c'est un petit peu dommage parce que si jamais j'avais une source comme ça et que je voulais faire deux streams dessus pour avoir deux comportements différents, à ce moment-là, il faut partir d'une vraie source, une source tangible, un vrai modèle de données, comme par exemple une liste. Et à ce moment-là, recréer ici, à la volée, un stream à chaque fois à partir de ma source pour exécuter un pipeline différent. Donc voilà, le stream, vous voyez vraiment ça comme étant un consommable, un truc jetable, un seul à la fois. Par contre, ce qu'il y a de bon à savoir, c'est que vu que c'est lazy, ça va vraiment toujours prendre le dernier état de notre source. Typiquement, il n'y a pas d'interférence, je vais avoir ma liste ici à la ligne 1, je crée mon stream à la ligne 2, pour autant, à la ligne 4, je vais rajouter quelque chose dans ma source, donc dans liste. Et quand je vais faire entre guillemets mon stream et que je vais appeler une opération terminale dessus à la ligne 6, il ne va pas prendre l'état de ma source quand j'ai créé le stream, mais l'état de ma source au moment où j'appelle mon opération terminale. Donc là, en l'occurrence, quand je vais entre guillemets faire mon collect, je vais bien récupérer 1, 2, 3 et non pas juste 1, 2. Ça peut paraître un petit peu déroutant, in fine, quand on y réfléchit, ça paraît un peu logique, mais c'est quand même bon à savoir. Ces opérations terminales, comme pour les autres, une petite sélection, on en a pléthore. On les évoquera pas toutes aujourd'hui, mais on a notamment tout ce qui est rapport au prédicat, les all match, any match, non match. Donc en gros, ça va retourner vrai si tous les éléments du stream vérifient le prédicat, si n'importe quel élément du stream vérifie le prédicat, ou si aucun élément du stream ne vérifie le prédicat. On a aussi la méthode find first qui va nous retourner le premier élément du stream qui va entre guillemets matcher avec ce prédicat, ou find any qui va retourner potentiellement n'importe lequel. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je voudrais qu'il me retourne n'importe lequel ? En fait, ça a du sens parce que par défaut, un stream, ça va être séquentiel. Mais pour différents cas d'usage, on pourrait avoir des streams qui soient parallèles, mais on pourrait même avoir parfois des streams qui soient infinis. Sauf qu'un stream infini, c'est cool, mais à ce moment-là, quand est-ce qu'on s'arrête ? Concrètement, la méthode find any, elle ne va pas chercher à aller trop loin dans le stream, si elle voit qu'il est infini, elle va essayer de s'arrêter avant qu'on soit mort. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal.
On a aussi, en rapport avec tout ce qui est les comparateurs, tout à l'heure j'ai parlé des tris, où est-ce qu'on pouvait trier nos éléments dans le stream. On peut aussi du coup récupérer le minimum et le maximum en fonction de ce triage, donc potentiellement le premier ou le dernier après avoir été trié. Mais on peut aussi fournir des comparateurs très spécifiques pour obtenir des valeurs minimum ou maximum. Ça, c'est assez chouette. Aussi, dans ces opérations de terminal, on va avoir le count qui nous permet de compter les éléments, ça paraît évident. Et on va avoir surtout des méthodes de collecte. Alors les plus standards, ça va être le toArray et le toList qui va nous permettre de collecter le contenu de notre stream dans un tableau ou dans une liste. On en a d'autres. On a des méthodes reduce qui va nous permettre de faire une réduction. On y revient après. La méthode collect qui va nous permettre de faire de la collecte. On y revient tout de suite après. Et la méthode forEach qui, elle, prend aussi un consommateur, un consumer, pour appliquer un effet de bord éventuellement à chacun des éléments de ce stream. Alors la collection, ça c'est hyper pratique et concrètement Java vient blinder de tout un tas de collecteurs prêts à l'emploi pour virtuellement la plupart des besoins dont on pourra avoir. Donc c'est quand même vachement sympa. Là par exemple je peux collecter tous les éléments de mon stream dans une liste, je peux les collecter dans une chaîne de caractères, je peux faire une moyenne des prix de mes produits, je peux faire la somme de tous les prix de mes produits, encore mieux, je peux ici trier tous mes produits par prix. Les gars, mesdames, messieurs, en 2 lignes, j'ai trié mes produits par prix. Rendez-vous compte, c'est quand même hyper sympa. Et puis laissez-moi vous dire que les implémentations sous-jacentes, c'est quand même du bon code bien éprouvé, c'est pas du Jean-Michel Goudenoff. Donc c'est quand même hyper intéressant. Il y en a bien d'autres. Vraiment, lisez la doc, il y en a vraiment beaucoup d'autres. Mais en gros, voilà pour tout ce qui est la collection. On peut aussi fournir des collecteurs qu'on fait maison. Ça peut être aussi un besoin. Et dans le même sens, quand on ne veut pas avoir à recourir à de la collection, on peut faire de la réduction. Alors là, pour le coup, concernant la méthode reduce, on a 3 saveurs. On va commencer par la plus simple. C'est juste une réduction qui va prendre un opérateur binaire qu'on va appeler un accumulateur. Et là, par exemple, ici, je me crée un stream d'entiers qui va aller de 1 à 4 exclusifs. Donc du coup, ça va être 3 puisqu'on exclut le 4. Et concrètement, ici, je vais avoir du coup ma lambda qui va prendre 2 choses. Donc d'ailleurs, remarquez qu'en Java, on peut faire des lambda à plus de 1 argument. Quand même plutôt bon à prendre. On n'est pas des bêtes. Et en gros, là, A et B, ça va être le premier argument de mon stream et le premier élément de mon stream et le deuxième élément de mon stream. Donc 1 et 2 tel que 1 plus 2, 3. Et encore une fois, ce résultat va revenir ici dans la variable A, qui va devenir 3, et B va devenir l'élément suivant, donc 3. Tel que 3 plus 3 égale 6. Donc là, typiquement, cette réduction, elle vaut 6. On voit le calcul ici. Encore une fois, on voit cette fameuse valse de récursivité. Encore une fois qu'on a compris un peu le mécanisme, franchement, à moins d'être complètement bleu, ça passe, quoi. Deuxième saveur, la réduction avec une identité. Alors le mot est super joli. Concrètement, c'est une valeur par défaut. Et donc là, on va faire une réduction avec une valeur par défaut à 10. Et en dessous, on va avoir notre accumulateur à nouveau, la même valse récursive qu'on avait ensemble. Donc là, on va juste partir de 10. 10 plus 1, 11. 11 plus 2, 13. 13 plus 3, 16. Et donc on a bien notre résultat 16. Encore une fois, cette récursivité qui est finalement pas si méchante que ce qu'on pourrait le croire. Enfin, la troisième, une réduction avec un combinateur. Diantre, mais pourquoi faire? Concrètement, on va partir comme d'habitude, avec une valeur par défaut, on va partir de 10. On va avoir un accumulateur qui va être le même qu'avant, donc où est-ce qu'on va finalement faire une somme. Et on va avoir un combinateur qui va nous permettre encore un autre traitement de combination, là en l'occurrence encore une somme. Et pour autant, mon résultat, il faut toujours 16, quoi. Qu'est-ce que j'ai raté? En gros, cette version de la méthode reduce avec le combineur, elle va être pertinente uniquement quand on va avoir un stream qui est parallèle. Donc là, par défaut, mon stream, il est classique, il est séquentiel. Si jamais je veux le rendre parallèle, point parallèle. Attention, là, il est pour faire de la programmation concurrente ou parallèle, il n'est pas question de mettre en place des runables, des futures, de créer mes threads et compagnie. Parallèle. Excessivement confortable. Même pour des gens qui ne connaissent pas. Quand on sait qu'on va travailler sur un gros lot de données, point parallèle, bim, on n'en parle plus. Sauf que le fait d'être dans un stream parallèle,
ça va impliquer des différences de comportement notables. Là, pour le coup, notre combinateur il va être très intéressant. Pourquoi? Parce que ce coup-ci, notre agrégation, elle va se faire parallèlement. Donc on va avoir d'un côté notre valeur 1, d'un côté la valeur 2, de l'autre côté la valeur 3. Et tout, on va vouloir, entre guillemets, les accumuler avec notre valeur par défaut de 10. Donc on va avoir d'un côté 11, 12 et 13. Et ça, c'est éclater notre traitement parallèle. Mais du coup, comment est-ce que je vais, entre guillemets, pouvoir faire une réduction sur tous ces traitements parallèles grâce à mon combineur? Et là, du coup, je vais me retrouver avec 11, 12, 13. On les combine. Pareil, avec cette même valse récursive, ça me fait un résultat qui est égal à 36. Alors en vérité, le stream, c'est un peu le nerf de la guerre. Il y a énormément de choses à faire dedans, il y a énormément de choses à savoir. Je vous ai mis une petite feuille de triche que vous pouvez notamment aller télécharger. Elle est dans les liens qui est au début du chapitre. Et de toute façon, de toute manière, en fin de conférence, vous aurez le QR code pour aller récupérer tout ça. Ok. Maintenant, on a des bonnes bases là. On a vu les expressions lambda, on a vu tout ce qui était fonctionnel, les optionnels, les streams, les predicates. Là, on a un petit peu de poil aux pattes, on peut commencer à s'intéresser à des choses un peu plus sympathiques. Donc, petit cabinet de curiosité pour mettre ça en application. Et là, on va voir notre premier cas. Ah, celui de l'intro. Voilà, c'est quand même pas mal de choses là-dessus à revoir. Alors, on commence à avoir une méthode qui nous prend un acte en optionnel. Super. Mais pour autant, cet optionnel, qu'est-ce qu'on en fait? On voit s'il y a quelque chose de présent dedans. Si c'est le cas, on le récupère pour aller récupérer le tarif de cet acte. Sauf que là, du coup, on veut vérifier que le tarif de cet acte, il n'est pas nul. Et dans ce cas-là, on veut retourner, entre guillemets, son montant de base. Sinon, on veut retourner 0. Bon. Moi, la première chose que je vois là de prime abord, c'est que j'ai deux fois le act.get. On se répète, c'est pas bon. J'aimerais éventuellement extraire ça dans une variable. Mais la vérité, c'est qu'en fait, c'est même pas le cœur du problème ici. Le cœur du problème, c'est qu'en fait, mon optionnel, je l'ai pris en argument. Sauf que, si on se réfère entre guillemets à l'article, le but d'un optionnel, c'est pas d'être pris en argument d'une fonction ou d'être comme un champ d'une classe. L'optionnel, c'est censé être utilisé exclusivement dans les retours d'une méthode ou au sein d'une méthode pour créer un pipeline fonctionnel. Donc en fait, ici, notre optionnel, il n'a rien à faire en argument. On reprend à 0, mais cette fois-ci, on va avoir notre optionnel de créer à la volée dans notre méthode. C'est pour ça qu'on se servira de la méthode offNewLabel. Et en fait, maintenant qu'on est ici, on a toujours, entre guillemets, notre vilaine ternaire là-dessous. Mais en fait, on a un optionnel de départ. On peut faire du pipeline fonctionnel. Allez, vas-y, on tente. Et en fait, du coup, là, c'est super sympa parce que la méthode map, elle va en gros s'exécuter uniquement si mon optionnel n'est pas vide. Donc si mon acte n'est pas nul. Et pareil, à la ligne 3, le getActTarif, ça va retourner un tarif qui va être lui aussi réencapsulé dans un optionnel. Et donc la méthode, le map qui est à la ligne 4, il ne va s'exécuter que si j'avais déjà, entre guillemets, un acte tarif de base. Parce que sinon, en fait, mon optionnel, il est vide et concrètement, il n'appliquera pas la transformation. Et du coup, je me retrouve avec un optionnel. Et en gros, je peux juste appeler la méthode orElse, parce qu'en fait, si jamais l'optionnel est vide, je peux juste choisir de fournir une valeur par défaut. C'est super chouette. Et en vérité, je me crée même une variable base row amount, juste pour la retourner ensuite, sans vraiment faire grand-chose de plus. À ce moment-là, je peux même carrément la retourner sans avoir à la nommer, parce que comme ça m'évite de trop réfléchir. Et en vérité, j'ai un code qui est quand même bien plus compact, bien plus concis, et en ce qui me concerne, bien plus lisible, parce que chaque ligne égale une instruction, chaque ligne égale un comportement. Pour ceux d'entre vous qui font de la revue de code, je pense que vous voyez de quoi je parle. Quand il est question de lire une grosse MR avec 100 fichiers, quand je vois une petite méthode comme ça, franchement, je suis soulagé, ça me fait plaisir. Et du coup, j'évite de lui mettre plein de retours pour le pourrir. Donc voilà ce premier exemple. Effectivement, on a une différence qui est assez notable. Deuxième exemple, cette fois-ci. Là, on est parti sur une base un petit peu plus saine. On va, entre guillemets, aller récupérer dans un repository un dossier. Et en gros, si on a notre dossier, on aimerait juste le mapper en DTO pour qu'il sorte et faire une réponse OK pour notre web service. Dans le cas contraire, on aimerait juste, entre guillemets, par défaut, retourner une réponse no content. D'ailleurs, ici, on voit qu'on a un provider, donc quelque chose qui ne prend rien, qui retourne quelque chose. Là, franchement, on n'est pas trop mal, mais juste le fait d'avoir, à mon sens, cette méthode ici, la lambda, qui fait deux choses, bon, sémantiquement, c'est pas mauvais, mais à la relecture de code, je trouve que c'est pas forcément évident, et puis du coup, ça nous force un petit peu à nommer les choses. Du coup, on va remplacer ça avec des références de méthode. Ça a deux avantages, c'est plus concis. Une ligne égale une instruction, donc il y a un grand confort de lecture, et surtout, en fait, il y a absolument zéro ambiguïté, quoi. Je sais très bien quelle méthode a été appelée,
et de quel type ou de quelle variable. Donc c'est assez aisé. Mais en fait, encore une fois, même problème. Ici, à la première ligne, enfin à la deuxième ligne, pardon, je vais créer mon optionnel dossier pour aussitôt le retourner après. À quoi bon créer une variable pour la retourner aussi sec sans rien faire avec? Autant que je fasse un retour automatique tout de suite. Comme ça, encore une fois, j'ai un code qui est assez concis, assez compact, plutôt lisible. Oserais-je me risquer à dire plus élégant. Celui-ci. Alors là, franchement, on était bien parti. On avait un optionnel, une liste. On partait sur un stream, donc on va filtrer entre guillemets les choses. Alors on va revoir un petit peu ce snippet. On va chercher de la configuration dans notre base de données. Et en gros, pour toutes ces configurations qu'on a trouvées, on va vouloir chercher celle qui correspond à notre dossier. On veut trouver la première. Et si ce n'est pas le cas, on retourne nul. Ok, ouais, bien. Sauf qu'aussitôt après, je me tape une vilaine ternaire qui va tester que si ma configuration elle n'est pas nulle, je calcule une date, et sinon je vais retourner nul. C'est trop con. Parce qu'en fait, mon find first, il va déjà me retourner un optionnel. Donc autant directement faire un map après. Comme ça, si mon optionnel n'est pas vide, il va calculer ce que je lui fournis dans le map. Si mon optionnel est vide, il ne me fera rien du tout et il fera le or else qu'il avait prévu. Comme ça, en plus, ça nous évite d'avoir une vilaine ternaire dans le code, c'est cool. Mais en fait, la problématique reste la même. J'ai encore deux variables que je crée juste pour m'en servir aussitôt après. À ce moment-là, de toute manière, vu que mon repo il me retourne déjà une liste, je peux créer mon stream directement au sein de la liste. Et comme ça, encore une fois, je me retrouve avec un code qui est vachement plus concis, vachement plus compact. Accessoirement, le code il est aussi très très petit sur la largeur. Vous savez que le Java est un langage terriblement verbeux. Et quand j'ai des MR que je relis et que je suis obligé de scroller à droite pour essayer d'aller voir tout le bout de code, ça m'agace un petit peu. Donc, quand j'ai du code qui est comme ça, assez compact et qui tient sur ma page, c'est quand même super chouette. Celui-ci, oui. Ce cas-là, concrètement, on a juste une liste d'actes. On voudrait récupérer les lignes de chacun de ces actes et, entre guillemets, de dédoublonner ces lignes, parce qu'on peut avoir des lignes qui sont identiques dans plusieurs actes. Donc là, la technique, ça a été de collecter ça dans un set. Donc pour ceux qui font du Java, qui connaissent les hash set et compagnie, c'est une méthode assez éprouvée pour dédoublonner, entre guillemets, un jeu de données. Sauf que là, ce qui est dommage, c'est qu'on va vraiment instancier ce set. On va lui faire toute sa tambouille pour qu'il trie pour nous, pour ensuite récupérer justement le compte des lignes distinctes. En fait, on a déjà tout ça prêt à l'emploi au sein du stream, pas besoin de collecter, on peut juste faire un distinct, on l'a vu tout à l'heure, et là, ce ne sera plus un size, mais un count pour compter les éléments du stream. Et là, on n'aura même pas besoin d'instancier un set qui va du coup aller peser un petit peu en mémoire et qui fera chier notre garbage collector. C'est très très peu d'efforts et ça peut avoir un impact intéressant sur le code. Enfin, un petit dernier. Alors celui-là, j'aimerais bien voir s'il y a quelqu'un qui crame ce qui ne va pas. Là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il me veut le père Raymond? Tout est bien fonctionnel comme il veut, c'est à gauche, on fait du retour direct. Qu'est-ce qui ne va pas là-dessus? En fait, encore une fois, on part d'une liste pour avoir un stream, parce qu'on va faire plusieurs transformations, sauf qu'on va terminer sur un find first. Un find first après une transformation. Et là, potentiellement, je vais pouvoir me prendre une exception en pleine gencive. Pourquoi? D'abord, pour éviter d'avoir ce cas de figure, il serait bien de d'abord faire un petit filtrage pour tester que les valeurs ne sont pas nulles. Parce qu'en fait, quand un find first est appelé sur un optionnel vide, sur un stream vide, ça va retourner un optionnel vide. Mais quand notre stream n'est pas vide et que la valeur qu'il contient, c'est nul, là, le find first, il n'est pas content parce qu'il va s'attendre à faire un optionnel, mais pas un optionnel nullable. Et du coup, quand on veut faire un optionnel pas nullable et qu'on lui passe nul, on se prend une exception. Donc ça, c'est vraiment à garder en mémoire. Pour être tout à fait transparent, cette erreur-là, j'ai failli me la prendre en prod il y a pas plus de quelques semaines. Et avant, à ce moment-là, je ne savais pas que ça se passait comme ça. Donc si je peux vous donner l'info et vous éviter de vous prendre le pied dans le tapis, c'est quand même bon à prendre. Merci à vous, c'est tout pour moi. Si vous voulez, je vous invite à aller donner un petit peu de retour sur l'open feedback. Vous pouvez récupérer les slides et tous les liens sur le repo qui est sur le QR de droite. Et je suis ouvert à toute question.